Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Merci également de nous recevoir chez vous à travers votre télé interactive True TV. Bienvenue au tribunal de l'actualité, deuxième convocation pour cette semaine. De la discussion, rien ne sort. C'est de la bonne entente que jaillit la lumière. Elle donne de l'éclat aux avis qui se ressemblent. C'est une pensée de Jules Renard à méditer en cette journée du 27 octobre 2020. Bienvenue à cette deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Je suis Loukman Sanfo et je dis bonjour au juge au siège. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous, juge au siège de cette émission du tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation qui vous permet de suivre cette émission à travers la radio Watt FM, également à travers True TV. Disons également merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre du lundi au vendredi à partir de 8h. N'oubliez pas, la version directe c'est à partir de 8h, donc tous les jours du lundi au vendredi. Et les versions rediffusées c'est à partir de 21h30 sur votre télé interactive True TV et 22h temps universel pour Watt FM. Alors, ce matin, encore une fois, on s'intéresse au processus électoral en cours dans notre pays et à quelques jours donc de l'ouverture officielle de la campagne. Les différents acteurs ont signé hier, lundi 26 octobre 2020, au cours d'une cérémonie à Ouagadougou, un pacte de bonne conduite pour un scrutin apaisé, empreint de courtoisie. Et cette cérémonie a été l'initiative, en tout cas, organisée par le Conseil supérieur de la communication, CSC, qui est l'organe de régulation des médias au Burkina Faso. Et une cérémonie présidée par le Premier ministre burkinabé, Christophe Joseph Marie Dabiré. Tous les candidats à la présidentielle l'ont paraphé, à l'exception de 3 qui non seulement n'ont pas été présents, mais ne se sont pas fait représenter. Aussi, on a pu entendre le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Zéphirin Diabré, qui, bien qu'ayant en tout cas signé ce pacte, pour lui, la pratique de politique sur le terrain, il y a parfois, dans la pratique politique sur le terrain, il y a parfois en tout cas des paramètres qui ne sont pas punis par le pacte. Donc, il a laissé entendre qu'il reste dubitatif sur certaines pratiques qui, selon lui, ne garantissent pas du tout la transparence dans le processus électoral. Alors, comment garantir donc des élections apaisées? C'est toute la question que nous nous posons ce matin à cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci encore une fois. Voici la première partie de l'émission, les avant-propos. Merci à tous pour votre fidélité. Je passe la parole à Bena Bougma pour son avant-propos du jour. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la présidentielle. C'est vrai qu'il y a 14 qui étaient alignés à partir de la CENI. Arrivé au Conseil constitutionnel, il y a 13 maintenant qui sont sur le départ. Alors, parce qu'il y a un qui n'a pas pu effectivement franchir cette étape-là. Alors, de ce qui nous revient, selon le média en ligne toutinfo.com, il a été dit que le candidat concerné n'a pas versé la caution de 25 millions exigée pour faire acte de candidature. Donc, c'est là-bas que les choses ont été, au niveau de la CENI, il n'a pas été épinglé, mais le Conseil constitutionnel précise que, en réalité, le chèque qu'il a remis était faux. Selon le média, c'était un faux chèque qui a été remis. Et donc, la suite, effectivement, on la connaît. Il n'a pas pu faire acte de candidature. Alors, ce qui reste ici maintenant, c'est qu'on puisse tirer les conséquences d'une telle situation. Est-ce que c'est un faux chèque vraiment qui a été déposé pour quelqu'un qui veut briguer la magistrature suprême? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment est-ce que, ou bien monsieur a voulu ruser en espérant que les uns et les autres n'iraient pas jusqu'à vérifier si le chèque est vraiment passé, mais c'est ce qui a été dit. Donc, le Conseil constitutionnel, selon ce que le journal rapporte, dit, je cite, au niveau de la CENI, il a produit son reçu et son dossier était complet. Mais le Trésor, en l'envoyant au niveau de la banque, le reçu est revenu impayé et là, la CENI nous a saisi pour nous dire que le chèque a été impayé. Et là, nous avons tenu compte. Maintenant, on peut dire qu'au niveau du Trésor, il y a eu défaillance. Maintenant, on peut dire qu'au niveau du Trésor, il y a eu défaillance. Ce qu'il faudrait faire, il fallait exiger des chèques certifiés par les banques. Et donc, plusieurs responsabilités aussi à situer. Donc, un faux chèque,
défaillance au niveau du Trésor. Il fallait un chèque certifié par les banques. Quoi qu'il en soit, il y a eu une défaillance certainement dans la procédure. Alors, est-ce que c'est monsieur qui a voulu riser ou c'est vraiment les défaillances au niveau du Trésor? C'est pourquoi j'ai dit c'est bon de tirer ces choses-là au clair, parce que pour quelqu'un qui veut faire acte de candidature, ça sonne beaucoup comme fausse note. Et pour des gens également qui doivent veiller à ce que tout se passe bien, il y a aussi de la rigueur à avoir dans le traitement de ces dossiers-là. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est bien de tirer les choses au clair, parce que ça permet aussi de nous édifier et de préparer aussi très sereinement les prochaines échéances, parce que c'est à partir des erreurs aussi de notre démocratie que nous allons grandir. C'était ça mon avant-propos. D'accord. Merci à vous, juge au siège Ben Abougma, pour ce regard sur l'actualité. Ça va être maintenant au tour de Geoffroy Var. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la Guinée et la situation qui devient de plus en plus difficile. Et ce qui est en train d'être compté depuis, c'est le nombre de morts. Donc on est plein dans une violence post-électorale. Et puis à la sortie d'Amnesty, c'était dimanche, qui dénonçait l'usage d'armes de guerre par les forces de l'ordre, notamment pour disperser les manifestants et quelquefois même faisant des dommages collatéraux, puisqu'il y a des passants qui donc prennent des balles et tout. Et ces allégations pour Amnesty sont soutenues par un travail qui a été fait avec des vidéos satellites et certaines vidéos qui ont été authentifiées. Et il dénombre en gros 19 morts. Et le problème, c'est pas ça, c'est qu'il parle des gens de tuerie à huis clos. Pourquoi ? Parce que pour Amnesty International, il y a une communauté internationale qui semble ne pas être dérangée outre mesure par ce qui est en train de se passer en Guinée et qui ne donne pas de la voix. On est dans une situation où il y a une CEDEAO et je pense que c'est l'ONU qui a une mission. Mais c'est une mission qui, pour beaucoup aussi, aura des difficultés à avoir des résultats probants, étant entendu que pour ceux qui sont de l'opposition, il y a d'énormes suspicions sur les motivations profondes, parce qu'ils ont l'impression d'avoir plutôt très souvent des missions qui viennent sauver le président, et ici c'est tenter de sauver Condé. Donc on est dans une situation où rien ne va forcément, et quand vous écoutez ceux du FNDC, ils ont lancé leur mot d'ordre d'occupation des rues jusqu'à ce que Alpha Condé parte. Donc on est dans une situation vraiment difficile. Beaucoup de morts, un mort déjà c'est un mort de trop. On va parler d'élections tout à l'heure, mais la question guinéenne pour moi devrait nous interpeller et on prie pour ce peuple-là. D'accord. Merci à tous les deux juges au siège de cette émission, le tribunal de l'actualité, pour ce regard sur l'actualité à travers la première partie, les avant-propos. Sans plus tarder, nous allons maintenant poser la question d'organisation donc des conditions de scrutin apaisé au niveau du Burkina Faso, puisque à l'initiative du Conseil supérieur de la communication, les différents acteurs ont signé hier un pacte de bonne conduite pour les élections apaisées et aussi empreinte de courtoisie au Burkina Faso. Et la cérémonie a été présidée par le premier ministre burkinabé Christophe Dabiré, et on a vu tous les candidats qui se sont fait représenter, pour certains et d'autres physiquement eux-mêmes, et l'ont paraphé, à l'exception de 3 qui non seulement se sont pas présentés, mais aussi n'ont pas en tout cas répondu présent à cette cérémonie solennelle. Alors on a vu également le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Zéphirin Diablé, qui, bien qu'ayant en tout cas signé ce pacte, pour lui, dans la pratique électorale et politique, sur le terrain, il y a parfois des paramètres qui ne permettent pas justement d'être en tout cas sanctionné par ce pacte-là. Il a laissé donc qu'il est dubitatif sur certaines pratiques qui, selon lui, ne garantissent pas surtout la transparence dans le processus électoral. Comment justement garantir des élections apaisées pour ces élections du 22 novembre prochain? On en parle avec le président du Conseil supérieur de la communication, à la personne de Mathias Tankpano. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de saluer aussi les juges au siège. Je suis obligé, puisque ceux qui vont prononcer la sentence, donc Monsieur le Président, Monsieur le juge, et il n'est pas ordinaire qu'un accusé soit en retard. Mais comme vous le savez, quand la matière, il y a les délais de route, lorsque la notification n'est pas venue à temps. Donc, en tant qu'accusé, je plaide déjà non coupable pour ce retard. Et devant vos téléspectateurs et vos auditeurs, je présente mes excuses pour ce léger retard.
Merci en tout cas de votre disponibilité à nous entretenir ce matin sur cet acte majeur que votre institution a posé avec la complicité donc des différents acteurs engagés dans ce processus électoral. Question de généralité, vous connaissez les principes de l'émission puisque vos services de monitoring nous suivent tous les jours certainement. Il est rare de voir le président Mathias Tsankwano sur les médias en tant que président d'institution de régulation des médias. Comment on peut expliquer cela pour commencer? Monsieur le Président, j'allais dire, mais c'est ça qui doit être la règle. Si je dois faire le monitoring, mais pendant que vous parlez, si je parle, ça va être difficile qu'on se comprenne ou qu'on s'entende. Donc je crois que c'est simplement pour ça. Et deuxièmement, je crois que à chaque fois que besoin est, mes collaborateurs ont toujours été sur les différents plateaux. Mais cela n'enlève en rien l'intérêt que je porte aux différentes émissions que vous et d'autres organes de presse animent dans ce pays. Je pense que c'est le lieu pour moi de vous féliciter parce que chaque matin, vous faites non seulement un tour de l'actualité nationale, mais à travers les avant-propos, vous arrivez toujours à situer vos téléspectateurs et vos auditeurs sur vos points de vue sur certaines actualités de la sous-région, ce qui manquait un peu dans notre environnement. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a été comblé. Et lorsque on écoute, on suit la presse burkinabé, on a de quoi être fier. Et ça, je le dis. En tant qu'autorité de régulation, nous vous encourageons, nous vous félicitons et je crois que les différents classements aussi des institutions internationales, pas pour rien que la presse burkinabé aujourd'hui est dans le hit parade des presses les plus libres et les plus aussi crédibles. Autrement dit, la presse burkinabé ne nous donne pas de fil à retordre, nous faisons de façon appréciable le travail, on va dire. Oui, je crois que dans l'ensemble, il ne faut pas s'auto-censurer, il ne faut pas chaque fois faire à la burkinabé où on aime se replier sur soi-même, ne pas être fier de dire ce qu'on est. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être fier de notre presse. Bien sûr, tout ne peut être parfait, comme vous le constatez. Il peut y avoir des incompréhensions. Et vous voyez que depuis 2 ans, entre l'organe de régulation et les médias, il n'y a pas eu véritablement des impairs entre nous parce que nous n'avons pas constaté des dérives vraiment qui mettent à mal la cohésion ou la déontologie des journalistes. C'est vraiment aujourd'hui, je peux dire que tant dans la presse écrite, la presse en ligne, que dans les médias audiovisuels, en ce qui concerne les journalistes professionnels, nous sommes fiers de vous. Et ça, sans langue de bois. Vous dites qu'il n'y a pas eu suffisamment, sinon autant d'impairs entre nous, mais on se souvient aussi que même à votre investiture, vous disiez vous n'avez pas la prétention d'être le gendarme donc des médias, mais finalement c'est sous votre magistère qu'on a reçu pas mal de mises en demeure, d'interpellations, d'auditions de certains responsables des médias. Est-ce que vous ne faisiez pas entre la carotte et le bâton, comme on dit? Non, je peux vous rassurer que non, si nous faisons les statistiques, c'est pas vrai. Et ensuite, les mises en demeure, comme vous avez dit, sont des mises en demeure, j'allais dire quand même assez aimables. Et ces mises en demeure se sont proliférées surtout avec l'entrée en vigueur du nouveau code électoral en réalité, avec la décision de 2015 par rapport à la campagne déguisée. Je crois qu'en dehors de ça, la plupart des auditions qu'il y a eu lieu, ça a été sur des points bien précis. Sinon, par rapport au travail journalistique, il y a rare de journalistes ou d'organes qui ont été interpellés. C'est véritablement par rapport à la question de l'application de la décision sur la campagne déguisée. Et ça, j'aime à le répéter, je pense que ce sont les acteurs politiques aussi en partie qui ont poussé les gens dans cette situation. Parce que les journalistes en cette période veulent l'information qui accroche les citoyens. Et les politiques qui ont adopté ce code veulent que leurs activités soient couvertes. Et en même temps, on a pris une disposition aujourd'hui qui pose problème, pour laquelle, pour moi, à l'issue des élections, comme nous venons de le faire hier, les Burkinabés peuvent se parler pour voir quelles sont les insuffisances de ce texte et permettre qu'on améliore pour vraiment que tout le monde soit à l'aise dans son travail. Et ce qui est vraiment une exception burkinabé, il faut qu'on en profite au maximum, c'est-à-dire pouvoir s'asseoir toujours sur la même table pour discuter. Et ça, c'est très important. Pour nous, à l'issue de ces élections, il est bon
que l'ensemble des acteurs qui ont eu à pratiquer cette décision puissent se retrouver pour débattre sereinement sur l'avenir de ce texte. D'accord. La parole est à Geoffroy Var. Oui, comme on est dans les généralités, avant de venir à la question de la charte qui a été signée hier, tout à l'heure le président disait quelque chose d'intéressant, c'est la question de la période de pré-campagne. Ça a créé beaucoup de soucis, d'abord incompréhension dans la façon dont vous interprétiez les textes. Nous, journalistes, en tout cas, on n'était pas trop d'accord avec la période qui était très longue, ça a été corrigé. Et comment est-ce que vous avez vécu ce débat-là? Parce que même le politique n'était pas en marge, ils étaient même en avant-garde pour dire il y a un problème, et surtout notamment l'opposition qui se trouvait quelque peu lésée dans sa démarche communicationnelle, alors que pour eux il y avait un pouvoir en place pour qui on déroulait un genre de tapis. Et puis le dernier exemple qui fait que pour beaucoup c'est difficile encore de comprendre, c'est le président du Faso qui occupe tous les médias en train de défendre son bilan, alors que faire campagne pour celui qui est au pouvoir, c'est défendre son bilan. Merci. Je vais dire par là qu'au niveau du collège des conseillers, nous avons été très à l'aise dans notre travail. Et c'est vrai, nous avons été accusés, j'allais dire même de façon injuste, mais nous avons été ouverts à la discussion, nous avons répondu à tous ceux qui nous interpellaient. D'abord, il y a deux aspects. Cette loi qui a été votée sous le CNT l'a été avec ces mêmes acteurs politiques. Donc, ils connaissaient le contenu. L'interprétation, c'est que contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas une interprétation. C'est la mise en œuvre de la loi. Parce que le législateur dit dans le code électoral que c'est l'organe de gestion donc des médias, l'organe de régulation, qui sanctionne les manquements lorsqu'il est saisi. En droit, pour dire à quelqu'un qu'il a tort, il faut préalablement lui dire ce qu'il ne doit pas faire. C'est pour ça qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est pourquoi en 2015, donc pour que tout le monde soit à l'aise, pour savoir que ce n'est pas le président Tankwano, comme on dit, ex-conseiller du chef de l'État, qui est venu prendre cette décision du CC. La décision du CC a été prise par le collège des conseillers de 2015, bien avant notre arrivée. Et vous pouvez regarder les deux décisions, vous verrez que nous avons davantage corsé, j'allais dire en guillemets, l'activité gouvernementale en cette période. C'est nous qui avons mis dans la nouvelle décision l'interdiction pour les ministres candidats d'aller procéder à des inaugurations. Ça n'existait même pas dans la décision passée. Ça s'explique. Parce que c'était une décision qui avait été adoptée de façon neutre, puisqu'il n'y avait pas de majorité, il n'y avait pas d'opposition. Donc, véritablement, c'est la continuité de l'État qui fait que nous assumons cette décision. Mais nous n'avons pas la paternité, contrairement à ce que les gens laissent croire. Ok. Deuxièmement, dans cette disposition, on a ces articles 6 et 7, on dit que le chef de l'État conserve son droit d'accès aux médias en tant que chef de l'État. Et ce qui se justifie du fait de la continuité de l'État. Voilà en réalité ce que dit la décision. Et sur la durée, lorsque nous vous avions rencontré dès les premiers moments, nous avions suggéré effectivement que ça allait être difficile de tenir pendant 6 mois sans débat politique dans le débat public. Et c'est pour ça, lors de la révision à minima qu'il y a eu au niveau du code électoral, les acteurs politiques se sont entendus pour réduire le délai. Et nous, au niveau du Conseil supérieur de la communication, nous étions pour même la suppression de cet article. Ah, vous êtes formel là-dessus? Je suis très formel. Pour éviter si l'article pose autant de problèmes, nous avons dit aux acteurs politiques, pourquoi ne pas supprimer l'article et puis qu'on fasse une autre expérience. C'est eux qui ont trouvé qu'il fallait qu'on aille jusqu'au bout. À l'issue des élections, on va quand même tirer maintenant les conclusions par rapport à l'expérimentation de cette décision.
Voilà. Et ce qui est bien au Burkina, nous parlons. Il faut toujours qu'effectivement, tout ce qui pose problème, nous asseyons, nous discutons, nous échangeons. Aujourd'hui, effectivement, vous voyez que ça suscite énormément de débats. Mais tous les sujets à débat qui peuvent porter atteinte à la cohésion et surtout à l'équité dans les élections. Parce que c'est ça qui est très important. Quand vous partez à une compétition électorale, il faut que vous partez avec les mêmes armes. Tout en se disant, en sciences politiques, qu'il forcément, il y a ce qu'on appelle la prime au sortant. Ça existe. Mais il ne faut pas l'encourager ou l'amplifier. C'est exactement ce qui se passe même dans les grandes démocraties. Si vous voyez aujourd'hui Trump qui a eu l'amabilité en guillemets de gratifier les républicains d'un juge à la Cour suprême, c'est lié à ça. Si vous voyez que Trump se balade toujours avec Air Force One, alors que Joe Biden, c'est pas la même chose, c'est lié à ça. Si vous voyez en France, donc même dans les grandes démocraties, il y a ce que nous appelons en sciences politiques la prime au sortant. Et maintenant, c'est les acteurs politiques qui doivent s'asseoir de façon neutre pour dire non, même si vous êtes au pouvoir, voilà ce sur quoi nous pouvons nous entendre avant d'aller aux élections pour les années à venir, parce que ça permet aux gens d'être sur le même terrain. Parce que si on vous demande de venir à un combat de boxe, on vous ligote les mains et l'autre il est capable de boxer, vos mains sont ligotées, ça pose un problème d'équité effectivement dans le combat. Et ça, pour les pratiques électorales, ce sont des choses qu'il faut toujours travailler à améliorer. C'est ça qui est important. Je finis la première question de prix. D'accord. La parole est à Bernard Bougma. Merci, Président. Bon, sur cette question, moi j'avais toujours dit que c'est la classe politique qui nous a mis dans ça parce que c'est elle qui l'a fait adopter. Et on a eu 5 ans. Ils ont des juristes, ils ont des communicants, et puis ils ont eu 5 ans pour qu'on puisse régler cela. Je le dis parce que quand le CSC fait des mises en demeure, c'est nous les médias qui subissons, ce n'est pas eux. Quand on ne les prend pas aussi, ils se plaignent. Ils disent que c'est nous, non. Donc il y a aussi une classe politique qui doit être conséquente. Là, il faut également avoir le courage de le dire parce que nous, ça joue même sur notre production. En 2015, on en avait été victime, 2020, c'est pareil. Et donc, mais comme il n'y avait pas de majorité, effectivement, on est dans une telle situation. C'était la parenthèse du commentaire parce que c'est ça. Moi, j'avais dit... Puisque vous parlez de parenthèse, j'ai comme l'impression que le CSC s'appuie plus sur la lettre de la loi plutôt que son esprit. Parce que l'esprit, c'est de ne pas faire une campagne déguisée. Est-ce que là, ça a été signifié au président du Faso et à sa majorité? Oui, toutes nos décisions, nous les avons notifiées au chef du gouvernement pour leur expliquer l'esprit aussi. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Parce que je me demande si la contestation ou la protestation, c'est pour faire plaisir à une certaine opinion publique ou c'est quoi. La loi dit clairement que lorsque quelqu'un est intéressé par une campagne déguisée, la personne saisit le CSC. À l'heure où nous vous parlons, en dehors de nous, l'observation que nous faisons à travers les 30 moniteurs que nous avons recrutés pour surveiller la question de la campagne déguisée, personne n'a saisi le Conseil supérieur de la communication pour se plaindre de quoi que ce soit. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Les hommes politiques. Les hommes politiques. Aucun parti politique, aucun leader politique ne s'est plaint qu'il y a une insuffisance ou qu'il y a eu une campagne déguisée ou que ce soit. Ni de la société civile. Personne. Nous avons vu une déclaration d'un regroupement d'associations ou de mouvements qui posait le problème de la décision du CC. Mais quand vous avez lu le contenu de cette décision, c'était par rapport même à la décision. Il n'y avait pas eux, ce qu'ils faisaient, c'est la décision qu'ils contestaient. Ensuite, ils n'étaient pas, j'allais dire, concernés parce que eux, ils sont exactement l'exemple type de ce qu'il faut éviter. Vous les avez vus, parmi eux, il y a 2 qui ont organisé une conférence de presse pour dire qu'ils diront aux électeurs quel candidat voter. Et c'est exactement ce qu'on dit. Est-ce que c'est le rôle d'organisation de la société civile, pendant qu'on dit aux partis politiques qu'ils ne peuvent pas faire de campagne pendant cette période, des organisations de la société civile veulent avoir le droit de pouvoir faire cela? Ça n'avait même pas de logique. Et comme c'était une déclaration publique, c'était par rapport à la décision du Conseil supérieur de la communication. Nous allions être à l'aise si quelqu'un même saisissait le tribunal administratif
pour dire non. La décision, nous pensons que la décision du Conseil supérieur de la communication, il y a un problème. Et le juge administratif allait se prononcer. Nous allions aller devant le tribunal pour nous défendre. Mais président, moi je regarde une lettre par exemple ici du chef de file de l'opposition politique, Zéphine Diabré, datant du, c'est le 16 août. Et la première phrase, je vous lis seulement. L'opposition politique burkinabé observe que depuis quelque temps, la majorité présidentielle se livre à une campagne déguisée en violation de l'article 68 du Code électoral qui interdit ces pratiques 90 jours avant l'ouverture officielle de la campagne. C'était avant qu'on ne réalise avec la question des délais. Donc l'opposition s'en est plaint aussi. Et s'en est plaint auprès de qui? Mais ça, est-ce que l'interpellation publique ne fait pas foi? La loi est claire. Nous sommes dans un domaine où il n'y a pas d'interprétation. La loi dit que vous saisissez le CEC. C'est ça. Si vous faites une déclaration publique, on ne peut pas dire qu'à travers la déclaration publique, vous saisissez le CEC. Dans la même déclaration, on entend bien l'opposition exige du CEC l'interdiction de la propagande de la majorité, d'autant plus que la majeure partie des activités des partis politiques ne peuvent plus bénéficier de couverture médiatique. C'est une injustice faite à l'opposition. C'est-à-dire une adresse à vous. Pour faire votre travail. Mais c'est ce que nous vous disons, c'est ce que nous avons fait, puisque à travers le monitoring que nous avons eu à faire, tous les organes de presse qui ont couvert des activités qui tombaient sous le coup de cette décision, nous les avons interpellés à travers des mises en demeure. Ça, nous l'avons fait. Voilà. Mais, comme j'ai dit, et j'interpelle toujours les acteurs politiques, qu'au-delà de toute subjectivité, il faut suivre les procédures qu'eux-mêmes, ils ont adoptées. C'est ça, au fait. C'est eux. S'ils avaient donné compétence au CEC, on disait seulement qu'en matière de campagne déguisée, c'est le Conseil supérieur de la communication qui gère la question. Ça veut dire qu'on avait une autosaisine permanente. Il n'y avait aucun souci. Ils ont laissé la porte ouverte, que ce soit une faculté. Parce qu'en droit, les mots ont leur sens. C'est ça. C'est une faculté qu'eux-mêmes ils se donnent en disant celui qui n'est pas content, il saisit l'organe de gestion. Ils n'ont pas dit que l'organe de gestion le fait, comme par exemple dans le pacte, que nous reviendrons là-dessus. Pour le pacte, c'est clair, c'est le CEC qui veille. Donc ça, c'est autre chose. À partir d'hier, puisqu'on a dit à la date de la signature, à partir d'hier, donc le CEC a plein pouvoir pour gérer cette question, ce qui n'est pas le cas de la période passée. Comme le fait, allez-y, Bernard. Oui. Allez-y, je vous fais perdre le fil de vos idées. Oui, pour une fois en tout cas. D'accord, donc le temps que vous retournez. Non, c'est bon. La question de Geoffroy est pertinente parce qu'effectivement, moi, la question d'ailleurs que je voulais vous poser après mon commentaire, c'était de savoir si vous aviez été formellement saisi par les partis politiques, parce que ça avait été effectivement, c'était clairement dit. Vous dites que ça ne l'a pas été. Je constate qu'effectivement, cette déclaration publique, vous dites que bon, comme elle est publique, vous n'avez pas été saisi formellement, mais moi aussi, c'est la démarche que vous avez effectuée vis-à-vis des partis politiques. C'est vrai que c'est les médias qui reçoivent les mises en demeure, mais il y a aussi le discours à tenir à l'homme politique. Est-ce qu'il y a eu aussi ce cadre d'échange direct avec ces partis politiques-là dans le cadre de l'application de cette loi qui pose problème? Oui, je peux vous dire, avant de rencontrer la presse par rapport à cette décision, c'est d'abord les partis politiques que nous avons rencontrés. Nous avons discuté avec les partis politiques en disant que conformément à la loi 2015, voilà la décision du Conseil supérieur de la communication. Nous avons débattu avec les partis politiques et nous leur avons dit, dans la salle il y a un qui était intervenu, je lui ai dit, mais vous, cher ami, vous étiez au CNT, mieux, le représentant, un des représentants d'une des composantes était le rapporteur au CNT de cette loi. Donc vraiment sur cette question, et comme je dis, nous sommes vraiment à l'aise. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit à son temps? Mais ils n'ont pas contesté. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont revenus sur le délai. Parce que quand même ça a une suite. Mais je dis en tout état de cause qu'aujourd'hui on a appliqué cette loi, puisque nous sommes à 4 jours de la campagne électorale, donc on peut dire qu'on tend vers la fin, on a appliqué. Tout le monde a vu les insuffisances, dont ce que le chef de file de l'opposition dénonce dans sa déclaration d'août, du 16 août. Il faut aussi, je pense, saluer
en partie l'opposition politique burkinabé. Je pense qu'on ne le dit pas souvent. C'est vrai qu'il y en a qui veulent toujours avoir des confrontations. Je pense que cette disposition et cette disponibilité aussi aux échanges, c'est toujours ça permet d'améliorer, au lieu qu'on soit toujours permanemment dans des rapports conflictuels. Je trouve que même sur la question, ils ont discuté avec la majorité et ils ont trouvé un consensus minimal qui était de raccourcir les délais. Maintenant, je pense que c'est ce que, en avant-propos, le président du tribunal disait par rapport à la réaction que le chef de file de l'opposition a eue hier après la signature du pacte. Bon, on va y venir certainement. Okay. Pour l'instant, comme nous parlons de la mesure sur la campagne déguisée, voilà. Et entre-temps aussi, vous disiez que c'était une disposition en expérimentation, et quand les médias vous saisissez, vous dites, bon, c'est aussi l'interprétation que tout un chacun peut en faire. Agissez et après on verra. Mais on est étonné de voir que certains reçoivent des mises en demeure pendant que... Non, nous n'avions pas dit agissez et puis on verra. Et ce que bien de vos commissaires ont dit. Non, il faut qu'on se comprenne. La disposition, elle est claire. Il y a des aspects, quand une organisation de la société civile va se réunir pour soutenir ou faire la propagande d'un candidat, c'est une campagne déguisée. On n'a pas besoin de dire à la presse qu'il ne peut pas couvrir ça. Personne ne peut dire que non, c'est parce qu'on ne lui a pas dit. Quand un candidat propose un document pour dire c'est sa vision pour le Burkina, si vous couvrez, vous savez très bien que c'est la propagande. Quand des candidats viennent pour se présenter dans leur localité aux citoyens, mais c'est quand même la campagne. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'on a dit d'agir et puis après on verra. Non, je pense qu'il ne faut pas faire de confusion là-dessus. Il y a des dispositions qui étaient assez claires dans notre décision et nous avons dit que nous appliquons cette loi. C'est par rapport à la loi nous avons dit. Et à la fin de ces élections, vous pouvez être surpris, même le Conseil supérieur de la communication, nous ferons une recommandation vraiment par rapport à ça. Parce que comme je dis, dans les missions du Conseil supérieur de la communication, nous avons l'obligation de promouvoir la liberté de la presse et la liberté d'expression. Et le débat politique ne peut pas être exclu dans le débat public. Parce que le débat politique permet véritablement aux citoyens d'avoir une idée de la compétence de tous les candidats ou des partis politiques. C'est très important. Une dernière question là-dessus. Aujourd'hui, quand on regarde sur le CSC, il est forcément mal à l'aise sur la question des réseaux sociaux où la question de compétence ne s'y tente pas forcément. Alors que nous, médias, on se sent restreint dans des cadres parce qu'il y a des textes qui nous régissent et puis il y en a pour lesquels on n'est pas forcément favorable, mais on est obligé. Mais en même temps, le débat, lui, continue. Mais il continue ailleurs, sur un terrain sur lequel, bon, tout le monde part. Mais nous sommes presque privés d'une matière. Vous avez observé cela. On a vécu ça un peu comme une injustice. Est-ce que le CSC ne s'est pas senti un peu dérangé? Naturellement, sur la question, il n'y a pas de langue de bois. Nous sommes les premiers à demander l'ouverture des débats sur ça. Ce n'est même pas nous, ce n'est même pas la question des réseaux sociaux qui nous intéresse. Quand dites-vous des web TV? Vous avez vu que pour contourner la législation, beaucoup de partis politiques de candidats ont créé des télés numériques. C'est ça. Et aujourd'hui, même des privés ont des télés numériques, captent la manne financière en matière de publicité qui devait servir aux télévisions traditionnelles. Vous avez des employés, vous avez des équipements. Aujourd'hui, vous perdez de la publicité. Donc forcément, il faut interpeller le législateur. Et nous sommes en train de le faire. Pour dire qu'il faut quand même, on ne peut pas détruire les télévisions et les radios traditionnelles au détriment du numérique. Il faut mettre tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité. Pendant ce temps, il ne faut pas aussi faire de confusion. Et le taux de pénétration de l'Internet au Burkina n'est même pas de 20%. Au fait, nous avons un comportement minoritaire. J'allais dire, nous sommes une minorité à comportement majoritaire. C'est parce que nous sommes l'élite, c'est la dictature de l'élite. Nous continuons à croire que tout le pays se résume à nous. Le taux d'internet n'est même pas de 20%. Donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont combien? Mais on a fait en sorte que les réseaux sociaux, c'est comme si c'est devenu, c'est véritablement là que les idées du pays se décident, tout se décide. Alors que vous, l'impact que la télévision et la radio et les journaux ont sur les citoyens, ce n'est pas le même impact
que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est uniquement sur l'élite. Ceux qui savent lire et écrire, ceux qui savent lire et écrire, qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez que c'est une minorité. Mais on a érigé ça de façon factuelle comme étant maintenant la référence. Donc c'est ça qui fait que vous plaît. Mais l'impact que vous avez, et on ne peut pas prendre le mauvais exemple. Ce n'est pas parce que ça se passe mal sur les réseaux sociaux qu'on doit dire que même sur nos radios et télévisions traditionnelles, on doit laisser se passer ainsi. Mais ceci étant, il faut ouvrir le débat. Comme dans tous les autres pays, aujourd'hui, il faut forcément une réglementation qui permette aussi qu'on ne détruise pas nos médias traditionnels qui sont d'un apport incontestable et incontesté pour le développement de notre pays. D'accord. Monsieur le Président du CSC, à présent, on va parler de ce pacte de bonne conduite qui était votre initiative, qui a permis donc aux différents acteurs impliqués dans ce processus électoral donc, de le paraffer hier à Ouagadougou. On a pu noter déjà 3 grands absents, Maître Farama, le professeur Soma et aussi Kadri Désiré Dago. 3 grands absents, on va dire des figures qui maîtrisent quand même les textes en matière électorale et autres. Alors, est-ce que c'est un désaveu de tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre? Est-ce qu'on y accorde véritablement pas d'importance parce qu'on connaît les tenants aboutissants? Je ne sais pas pourquoi vous parlez de 3 grands absents. Nous avions 13 grands candidats et 10 ont été présents ou représentés et 3 n'étaient pas là. Donc vous pouvez être rassuré qu'il n'y a aucun désaveu parce que personne n'a remis parmi eux en cause le document, parce que nous avons adopté ce document de façon consensuelle le 29 septembre avec toutes les composantes de la société. Et les 3 qui étaient absents, 2 étaient à l'intérieur du pays. Ils nous ont dit qu'ils étaient déjà à l'intérieur, donc c'était difficile pour eux d'être là. Ils n'ont pas pu se faire représenter. Le 3e, le seul qui est le professeur Soma qui était à Ouagadougou, m'a dit qu'il était pris dans le problème des avocats parce que c'est lui qui présidait donc l'heure. Vous savez qu'on a changé l'heure. Au début c'était à 10h, après c'était à 15h, mais vous aurez constaté que son vice-président a signé au nom de l'ONA puisque c'est lui qui dirige aussi l'ONA. L'organisation de l'ONA, c'est pas un parti. Oui, mais il est quand même président de l'ONA. Ça veut dire que s'il désavouait le document en tant que candidat, il ne peut pas venir dire qu'il le signe en tant que parti politique. Donc pour vous dire seulement qu'il n'y a pas de désaveu. Et comme nous avons dit, le pacte est là. Depuis 2002, l'ouverture qu'il y a, c'est que ceux qui n'ont pas pu signer le jour peuvent après venir le faire. Et je crois que personne des 3 n'a dit formellement qu'il ne voulait pas le signer. D'accord, en tout cas c'est une précision parce que c'était de savoir s'il y a des contenus qui dérangent ou bien qu'est-ce qui se passe, parce qu'à ce niveau de responsabilité pour des gens qui veulent diriger, s'ils n'arrivent pas à s'accorder, ça peut également créer du doute dans la tête des Burkinabés. Alors maintenant la suite, la mise en œuvre de ce pacte, en quoi est-ce que sa mise en œuvre engage la responsabilité? Est-ce que c'est une responsabilité qui peut aller devant les instances juridiques, ou bien c'est à valeur morale tout simplement? Je crois, comme j'aime à le dire, vous savez que la sanction morale est toujours plus importante que même la sanction pénale, contrairement à ce que vous pensez. Quand vous voyez dans une communauté d'hommes et qu'on dit quelqu'un, c'est pas un homme de parole, vous voyez dans la société comment les regards se portent sur cette personne. Donc, un document qui a une contrainte morale sur quelqu'un, c'est plus efficace pour moi parce que nous sommes dans un espace de liberté où volontairement vous êtes engagé dans une démarche. Ce n'est pas, je crois, judicieux pour la personne de venir faire le contraire de ce qui est. Parce que il s'expose même à la sanction de ses propres électeurs. Mais vous êtes en train de vous tromper sur des gens qui ont contribué à voter une loi en 2015, qui reviennent mettre cette loi en cause et qui vous accusent, vous, de l'avoir fabriquée. Vous croyez sur parole que ces messieurs également vont respecter un document qui ne les engage que sur le plan moral. Alors que sur le plan moral, on a aussi vu leur comportement par rapport à la loi de 2015 qui fait débat actuellement. Non, je crois que c'est 2 démarches différentes. Et c'est différentes, mais pour le même résultat, parce qu'on a les mêmes acteurs avec les mêmes inconséquences. Non, je crois que pour le pacte de bonne conduite, comme je l'ai dit, c'est depuis 2002 que les acteurs politiques le signent. Vous voyez qu'au fil des années, le nombre de signataires et le groupe se sont élargis au contraire.
Donc ça veut dire que la société se reconnaît désormais, et c'est une exception burkinabé, la question du pacte de bonne conduite, où nous avons autant d'acteurs, toutes les composantes de la société se retrouvent pour signer un pacte. Et ça devient un référentiel. J'ai dit, et je crois en la bonne foi de tout un chacun, parce que si vous avez vu que au plus haut niveau, toutes les composantes ont été représentées. Donc ça veut dire, au regard du contenu, que chacun est pour qu'on entre dans cette campagne électorale avec un climat apaisé et qu'on en sorte avec un climat apaisé pour le plus grand bonheur du peuple burkinabé. C'est ça qui est important. Mais le contenu pose déjà problème à certains. Parce que ici, c'est les dérives de langage, les sorties hors de route, et puis le comportement après les résultats qui sont vus. Mais il y a le contenu même du pacte qui pose déjà problème à certains, qui estiment qu'il y a d'autres éléments qu'on devrait pouvoir intégrer. Djabré a signé, mais il dit j'ai signé, mais et la suite, on la connaît. Non, n'interprétez pas les propos du chef de file de l'opposition. Ce n'est pas une interprétation, il a clairement dit. Il n'a pas remis en cause le contenu du pacte. Il dit d'autres... Vous savez que le CEC, sa compétence, c'est la gestion du discours politique. Donc le pacte, c'est uniquement tout ce qui concerne la gestion du discours politique et des médias. Maintenant, les éléments que le chef de file de l'opposition dénonce, ça c'est dans le cadre des élections en général. Donc ce n'est pas un cadre qui est lié au pacte de bonne conduite. Ce sont des éléments qui doivent être discutés dans d'autres instances et non dans notre instance. Voilà, je pense que sur cette question, il faut qu'on se comprenne. Et moi je pense qu'il faut avoir foi en la capacité de nos hommes politiques quand il s'agit du devenir de notre pays. Parce que c'est quand même la question du devenir de notre pays. Quand on dit qu'on s'engage à proscrire un langage de haine, de stigmatisation, de repli identitaire, de repli confessionnel, c'est ça l'essentiel, c'est ça le socle de notre société. Donc c'est très important que les gens qui vont en compétition électorale se donnent eux-mêmes le droit de s'interdire certains propos qui peuvent mettre mal à l'aise la cohésion sociale. Ça, c'est très important. Et ça, c'est ça qui est important pour nous. Je vous lis un bout de ce qu'il a dit. Il dit c'est une bonne chose peut-être qu'on ait signé ce pacte. Le drame est que la pratique politique sur le terrain amène parfois des paramètres qui ne sont pas punis par le pacte. Ce pacte met l'accent essentiellement sur le langage et les comportements, mais il y a des comportements qu'on voit actuellement sur le terrain qui nous posent problème et qui ne semblent pas être pris en compte. Quand on voit tout ce qu'il y a comme opération de corruption électorale, où on prend des cartes d'électeurs, des femmes et qu'on promet de l'argent, dans quel cadre est-ce que cela entre? Quel est le cadre qui nous permet de nous assurer que cela n'est pas pris en compte? Voilà. Donc, vous voyez que lui-même, il termine en disant quel est le cadre dans lequel cela doit être pris en compte. C'est-à-dire qu'il reconnaît que ce n'est pas dans le cadre du pacte. Maintenant, si les acteurs politiques pensent qu'il faut élargir ce pacte-là, mais j'allais dire, c'est tant mieux pour le pays. Sinon, ils dénoncent des pratiques que lui pensent peuvent mettre à mal l'équité et l'équilibre dans l'élection. Donc ce n'est pas dans la gestion du discours. Mais en attendant sa préoccupation, c'est si le cadre ne prend pas le pacte ne prend pas cela en compte, c'est où est-ce qu'il peut effectivement aller le faire s'il y a comme ça. Parce que la question est claire. Il dit quel est le cadre qui nous permet de nous assurer Monsieur le juge Bougouma, vous êtes analyste politique. Est-ce que ce cadre-là et ce qu'il dénonce rentrait dans le cadre de ce pacte? Il a posé une question à laquelle je vous renvoie pour avoir la réponse, parce que vous êtes également magistrat et aujourd'hui avocat de profession. Donc je veux également savoir, peut-être que sur ce plan juridique-là, il a des limites entre griffes et il voudrait aussi en savoir, parce que sa question, elle est claire, elle est nette. Je suis entièrement d'accord. Moi, je viens de vous dire que ce cadre-là déborde du cadre du pacte. Des éléments qui doivent être contenus, puisque c'est le pacte de bonne conduite en matière de gestion du discours politique. Maintenant, les éléments qu'il aborde doivent trouver une solution ailleurs, notamment dans le dialogue politique qu'ils ont. Parce que le CFOP a participé activement à la rédaction du pacte. Donc, au même titre
que les autres fêtières. Peut-être donc, que la question qu'on devrait vous poser, est-ce que ce pacte-là ne renferme pas en lui-même les éléments de son propre effondrement face aux autres aspects, aux autres paramètres liés justement à la corruption électorale et autres qui peuvent mettre en mal justement la crédibilité du scrutin? Non, pas du tout. Moi, je vais maintenant vous parler en tant que technicien des élections. Dans une élection, il y a toujours plusieurs compartiments. Et vous allez voir, ce n'est pas pour rien qu'il y a plusieurs organes de gestion des élections. Chaque compartiment doit travailler à ce qu'à son niveau, et c'est comme les maillons d'une chaîne. Donc, entretenir la bonne chaîne de votre côté pour que vous ne détruisez pas l'ensemble, et que dire tant que l'autre côté ça ne marche pas, c'est que même si ça marche chez nous, ça ne sert pas. C'est deux choses très différentes. Nous disons que ce que le chef de file de l'opposition dénonce, peut-être à juste titre, puisque à son niveau, s'il le dit, c'est qu'il a des éléments, il a des preuves. Maintenant, il faut trouver un cadre, et moi je pense que dans le cadre du dialogue politique, il faut que ces questions-là soient posées pour que désormais on voit comment on fait au Burkina pour gérer la question de la corruption électorale, puisque c'est en filigrane, c'est vraiment la question de la corruption électorale mais qui ne relève pas du CC. Au fait, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Sinon, il faut que les acteurs politiques se retrouvent pour poser le problème. C'est au-delà même de la corruption électorale, la place que désormais l'argent prend dans notre processus électoral. Il faut avoir le courage de mener ce débat-là. Et ça, c'est entre les acteurs politiques. Il faut poser le débat pour que les élections ne soient pas dévoyées par les finances. Moi, je me rappelle que le 19 septembre, si ma mémoire est bonne, le pacte était en débat pour voir un peu qu'est-ce qu'il fallait ajouter, qu'est-ce qu'il fallait enlever, en tout cas, ce qu'il fallait faire comme recommandation pour qu'on ait un pacte qui soit arrimé aux réalités du moment. Et vous disiez que les élections passent mais ne se ressemblent pas. Vous avez parlé de la question sécurité et sanitaire qui sont vraiment bien différentes. Qu'est-ce que ce pacte a de différent des pactes que nous avions avant? Ce pacte, d'abord, de par même la réussite de sa signature, du fait que véritablement, pour ceux qui suivent l'actualité politique burkinabé, les élections 2020 au Burkina sont les premières véritablement compétitives et inclusives. Donc le débat politique et la compétition électorale avec des forces politiques sensiblement équitables, ou en tout cas des forces politiques qui peuvent aller au combat politique, c'est la première fois que nous allons vivre ça au Burkina. Parce que vous connaissez les péripéties de 2015. D'où l'importance pour les acteurs politiques de pouvoir dire, malgré que la compétition est dure, malgré que chacun veut le pouvoir, nous devons d'abord mettre le Burkina au-dessus. Deuxième élément de spécificité, c'est que les acteurs se sont engagés à respecter les consignes sécuritaires et sanitaires. Ça, c'est un élément nouveau. Parce que nous voulons, bien sûr, aller à la recherche des postes électifs, mais il faut d'abord être en vie. Il faut sauvegarder ses voisins. Donc, ça, c'était important. Ce n'est pas des éléments, vous savez, ce n'est pas dans tous les pays que vous pouvez voir ça. Parce que les gens pouvaient dire non, si nous nous engageons dans ça, mais qui sait que si on ne veut pas qu'on aille battre campagne dans telle zone, on ne va pas dire prétexter de la question sécuritaire pour nous dire n'y allez pas, faites. Mais tous les acteurs, unanimement, ont accepté que sur la question sécuritaire, ils s'engagent à respecter le. Ça veut dire que chacun fait confiance à nos forces de défense et de sécurité, qui doivent aussi, jouer aussi leur rôle, parce que ils sont censés être neutres. Donc la carte sécuritaire qu'ils vont établir, ça ne sera pas une carte au profit d'un candidat ou d'un parti politique. Donc voilà aussi un autre aspect, par exemple, qui concourt à l'organisation. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un ensemble de maillons d'une même chaîne, et chacun doit jouer sa partition. Encore une fois, parlons de la responsabilité des médias dans ce processus-là. Il y a deux camps. Il y a ceux qui estiment que les médias doivent
prendre sur eux la responsabilité de censurer certains propos qui sont contraires aux principes démocratiques et autres. Il y a d'autres qui estiment que la pratique du métier voudrait qu'il y ait aussi le fait que les médias acceptent de rendre tels que les propos d'un candidat. Ça donne aussi une idée de qui peut être ce candidat-là qui va orienter les candidats et les électeurs dans leur choix. Et ils ont peut-être la responsabilité de l'exactitude des propos. Quelle est votre approche de la question? Je pense qu'un candidat qui profère des injures, qui tient des propos régionalistes ou tribalistes, mais au-delà même du candidat, le média ou le journaliste qui est présent, il sait que lui-même il est astreint à une règle déontologique et professionnelle. Parce que en les rapportant, vous contribuez à faire la publicité de ces propos. Si c'est la stigmatisation de l'individu lui-même, déjà ceux qui l'entendent sur place se feront une idée de qui est-il. Mais on n'a pas besoin que des médias rapportent ça pour davantage contribuer à exporter des propos injurieux ou stigmatisants dans le cadre de la campagne. C'est pour ça que les médias s'engagent eux aussi à contribuer à l'apaisement de ces élections. C'est justement en œuvre. Donc pour nous, nous pensons que, bien sûr, chacun... Mais là, est-ce qu'on ne note pas à la campagne ces éléments révélateurs justement de la personnalité ou même des individus que nous avons en face? Non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas la campagne électorale, ce n'est pas un moment de jeu, de théâtre. C'est quand même un moment du choix des dirigeants de notre pays, mais un moment aussi, comme nous savons depuis un certain temps en Afrique, que les guerres entre pays ont cessé. La plupart des crises que nous connaissons dans les pays, c'est maintenant des crises liées aux élections. Ça veut dire donc que lorsque nous sommes un acteur de ces élections, et notamment en ce qui concerne les médias, qui sont des acteurs essentiels, nous devons aussi travailler avec à l'esprit que nous ne devons pas contribuer à envenimer la situation dans le pays. Qu'un acteur politique veuille vous entraîner dans ça, je crois que si vous le suivez, c'est vous-même aussi qui avez manqué de vigilance à même de le permettre d'avoir, comme on le dit, un plateau en or pour déverser tout ce qu'il veut comme propos divisionnistes ou haineux et sur ou à la face de l'opinion publique. C'est ça. Justement, la charte elle est signée, c'est un engagement moral. Moi je sais que pour nous médias, au-delà de la charte, nous on est régi par un certain nombre de textes. Et c'est vrai que le président pose la question, mais si on s'amuse à diffuser un certain nombre d'éléments, vous allez vous faire le plaisir de nous appeler et puis on va s'expliquer. Ça c'est une réalité. Mais pour les autres, c'est-à-dire il peut y avoir d'autres dérives et tout. Qu'est-ce que prévoit la charte en termes d'interpellation? Quels sont les canaux qui sont prévus pour que ceux qui ont signé, il leur soit rappelé cet engagement moral-là? Nous le faisons déjà et je peux vous rassurer que dès hier, à l'issue de la signature, nous avons interpellé le chef du gouvernement et lui demandant de rappeler la plupart les membres de son gouvernement à l'ordre par rapport désormais à la signature de la charte. Et nous l'avons salué, nous avons salué vraiment la présence du chef de gouvernement, qui était la présence aussi de l'État, pour montrer qu'eux aussi s'engagent. Les acteurs viennent de s'engager, il faut qu'eux aussi s'engagent. Donc désormais, il y a un certain nombre d'actes que nous ne devons pas voir sur le terrain, à partir de maintenant. Et nous l'avons rappelé aux responsables des médias d'État, spécifiquement pour leur dire, à partir d'hier, que quelle qu'en soit la nature de l'activité des ministres sur le terrain, il faut qu'eux, ils appliquent la charte. Donc, nous allons faire la même chose pour toutes les fêtières, pour que nous restons nous-mêmes logiques et cohérents. En signant la charte, il ne faut plus qu'on permette à d'autres personnes de venir, de par leur faute, ce sera nous qui serons en faute. Donc, nous allons continuer ce travail. Mais comme nous l'avons dit, c'est d'abord la bonne foi de tout un chacun. Et comme nous sommes tous burkinabés, contrairement à... Je comprends les réticences du juge Bouma, il a raison par rapport au monde politique, souvent entre... Mais moi je crois
en la bonne foi des acteurs politiques burkinabés. Est-ce que les médias peuvent être interpellés à ne plus accorder la parole à un candidat déviant? Ah oui. C'est le rôle du média, s'il pense qu'un candidat est déviant, de ne plus lui accorder la parole. C'est clair. Est-ce que le CSE peut demander à tous les médias, sinon à l'ensemble des médias, de ne plus le faire? Nous n'avons pas été confrontés à un tel cas. Et donc nous n'avons pas statué, mais je crois que ça sera de bon ton si un candidat a été rappelé à l'ordre et que lui, il est venu dans la campagne uniquement pour créer la division, qu'on puisse demander aux médias de ne plus lui accorder la parole. Et ça aussi, ça peut arriver. Mais moi, personnellement, je pense qu'on ne va pas en arriver là. Je crois qu'au regard de la qualité des 13 candidats que nous avons vus, je crois en leur bonne foi et en leur capacité de se surmonter pour l'intérêt du Burkina Faso. Assez étonnant quand on sait que la politique, c'est pas le terrain des enfants de cœur. Vous y mettez du crédit à la bonne foi. Oui, je crois quand même. Je crois que entre les intérêts personnels et l'intérêt du pays, l'exemple que nous avons connu dans ce pays, à des moments difficiles, je crois que les Burkinabés ont toujours su se surmonter. D'accord. Messieurs les juges au siège, malheureusement, on n'aura pas le temps de tirer un verdict. On va simplement dire merci à Maître Mathias Tankwano, président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, d'être passé nous entretenir sur ce pacte de bonne conduite qui a été signé par l'ensemble de la classe politique burkinabé dans le processus électoral. Merci d'être passé, Maître. Merci. Monsieur le Président, on va dire. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve demain mercredi pour la 3e convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir. Amen.